Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la matière d'économie et organisation administrative des entreprises. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la troisième séquence. C'est une leçon qui vient en continuation du deuxième chapitre ou séquence, conception classique et moderne. Donc avant d'entrer dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous faire ce petit rappel. La séance passée, vous avez vu avec votre prof d'économie et organisation administrative des entreprises l'organisation scientifique du travail, ou bien l'OST, avec Frédéric Winslow Taylor et Henry Ford. En fait, Taylor était le premier à élaborer le principe d'une organisation globale du travail. Donc ce qu'il a fait, il a proposé un mode d'organisation du travail qui consiste en une extrême division du travail afin d'enlever la productivité des salariés. Le système proposé par Taylor, en fait, se base sur 5 principes à rappeler. D'abord, la spécialisation des travailleurs, puisque chaque travailleur réalise la même opération. La parcellisation des tâches, c'est le fait de décomposer les tâches en opérations simples et répétitives. L'individualisation, qui signifie tout simplement l'absence de relation entre les employés. Le temps imposé, puisque chaque tâche a un temps qui est calculé à l'avance. Et finalement, la séparation entre les tâches de conception, d'exécution et de contrôle. Et bien sûr, avec Taylor, l'exécutant ne doit pas réfléchir. Ainsi, Taylor dit que je vous emploie pour votre force et vos capacités physiques. Vous n'êtes pas là pour penser, il y a des gens payés pour cela. Par la suite, vous avez vu le Fordisme, la conception de l'OST selon Henry Ford. Il s'agit en fait d'un prolongement, voire d'un approfondissement du Taylorisme. Donc il s'agit toujours de réduire la marge de manœuvre des ouvriers et de parcelliser leur travail. En effet, le Fordisme repose sur 3 principes, à savoir d'abord l'introduction de la chaîne, et puis la standardisation, qui permet de produire en grande série, et finalement la politique des eaux salaires, qui a été pratiquée afin de d'abord stabiliser les ouvriers, et deuxièmement créer des débouchés pour son propre entreprise. Ces modes d'organisation de travail proposés par ces économistes avaient des conséquences, bien sûr des conséquences positives et d'autres négatives. Concernant les points forts de ces modes d'organisation du travail, ils ont permis la réalisation de gains de productivité et favorisé l'accès du plus grand nombre à la consommation de masse. Pour les points faibles, ils sont nombreux. Parmi eux, on cite l'absentéisme, la monotonie, la dégradation du climat social, la faible qualité des produits, etc. Donc il existe plusieurs autres conséquences. Par la suite, vous avez entamé les conceptions modernes, puisque l'OST, selon Taylor et Ford, fait partie de la conception classique. Et vous avez traité avec votre prof, dans les conceptions modernes, deux types de modes d'organisation du travail. D'abord, des formes qui ont pour objectif d'offrir plus d'autonomie aux employés. Il s'agit de la rotation des postes, de l'élargissement des tâches, de l'enrichissement des tâches, des groupes semi-autonomes ou bien des îlots de production, et finalement de la direction par objectif, la DPO. Ces formes ont pour objectif tout simplement d'offrir plus de liberté et plus d'autonomie aux salariés. Les autres formes qui ont été apparues ont pour objectif de réorganiser le temps de travail du salarié. Il s'agit essentiellement du travail à temps partiel et des horaires flexibles. Concernant la séquence d'aujourd'hui,
Elle est intitulée Démarche d'organisation d'une activité. Elle vient en continuation de la séquence 2, conception classique et moderne. En effet, la démarche d'organisation d'une activité constitue, en plus de la gestion du temps, un élément très important et non négligeable pour la réussite d'un projet. Donc, notre séquence d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation de la démarche d'organisation d'une activité. On va donc essayer de répondre aujourd'hui à la question comment organiser une activité. Pour cette raison, je vous propose le plan ci-après. Donc, dans le premier point, nous allons traiter la décomposition de l'activité en tâches ordonnées et planifiées. Deuxièmement, répartition des tâches entre les membres du groupe. Troisièmement, recherche d'informations sur l'activité. Quatrièmement, le choix des moyens. Et finalement, le suivi et le contrôle des résultats. Mise en situation. C'est le cas d'une entreprise appelée Blockwear. On va essayer d'analyser son activité de traitement des commandes. Donc essayons de lire. L'entreprise Blockwear fabrique des blousons de cuir. Les commandes reçues des clients détaillants doivent être traitées rapidement. Le jour J, dans le courrier, le coursier trie les bons de commande et les remet au secrétariat de direction. La secrétaire de direction les dénombre et les totalise pour en rendre compte au directeur. Elle répartit les commandes entre les secrétaires. Le jour J+1, chaque secrétaire saisit ses commandes. Automatiquement, pour chaque commande, le bon de livraison s'imprime sur l'imprimante du magasin. Du jour J+2 à J+4, le magasinier prépare le colis de blouson, y place le bon de livraison et procède à l'expédition. Saisit l'expédition, ce qui déclenche l'édition de la facture au service commercial. Le lendemain, la facture est envoyée au client. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On remarque que l'activité traitement des commandes a été décomposée en plusieurs tâches, chacune effectuée en des lieux différents, avec des équipements différents bien sûr, par des personnes différentes à des moments différents. Donc l'organisation d'une activité n'est pas facile. Elle nécessite une préparation qui doit être suivie et contrôlée. Vous êtes demandé donc d'analyser l'activité traitement de commande en remplissant le tableau en dessous. Donc on vous a donné ici un tableau composé de 4 colonnes. La première, vous allez la remplir en déterminant la tâche. La deuxième, où, c'est-à-dire le lieu. La troisième, qui, c'est-à-dire la personne. Et la quatrième, quand, c'est-à-dire on doit déterminer la date de réalisation de chaque tâche à part. Donc commençons par le jour J. Dans le courrier, le coursier trie les bons de commande et les remet au secrétariat de direction. À ce point-là donc, quoi? C'est le tri des bons de commande. Par qui? Par le coursier. Quand est-ce qu'au jour J? Deuxièmement, la secrétaire de direction les dénombre et les totalise pour en rendre compte au directeur. Donc de la même façon, quoi? C'est le dénombrement et l'évaluation. Ou au secrétariat de direction. Par qui? La secrétaire de direction toujours. Quand est-ce que? Au jour J. Elle répartit les commandes entre les secrétaires. Donc ici, elle, c'est la secrétaire de direction. Ce qu'elle a fait, elle a réparti les commandes entre les secrétaires. Donc quoi? La répartition entre les employés ou secrétariat de direction
par qui la secrétaire de direction conteste le jour J. On passe au jour J plus 1. Donc, chaque secrétaire saisit ses commandes. Donc, la saisie des bons de commande au service commercial par chaque secrétaire conteste le jour J plus 1. La tâche suivante, on constate ici que pour chaque commande, le bon de livraison s'imprime sur l'imprimante qui est précisé pour cette tâche. C'est le service ou bien le département ou bien l'emplacement ou c'est le magasin. La date, c'est le jour J plus 1. La tâche, c'est l'impression des bons de livraison, bien sûr. La personne, on va la remplacer par édition automatique, puisque cette impression a été effectuée automatiquement. Des jours J plus 2 au jour J plus 4, le magasinier prépare le colis de blouson, il place le bon de livraison et procède à l'expédition. Donc, la tâche, c'est la préparation de l'expédition, ou c'est un magasin, par qui? Par le magasinier, quand est-ce que? Du jour J plus 2 au jour J plus 4. Après la préparation de l'expédition, on passe à la saisie. Au même emplacement par la même personne et dans la même date. Puis on imprime la facture au service commercial, le même jour bien sûr. Finalement, on doit adresser et envoyer cette facture au client. Donc on arrive ici à remplir le tableau qu'on vous a demandé. Ce qu'on peut conclure ici, que cette activité de traitement des commandes a été effectuée donc par diverses personnes dans des lieux différents, par des équipements différents. Donc, il faut bien sûr bien préparer une activité en déterminant les personnes qui vont l'effectuer, le matériel à utiliser, les services, ainsi que les différentes dates avec précision. Donc, après la phase de préparation, on passe à la phase de définition de l'activité. On doit ici répondre à 5 questions. Qui, où, quoi, quand et comment. Qui, c'est-à-dire, il faut déterminer qui réalise l'activité, qui organise l'activité et pour le compte de qui. Donc on détermine les personnes. Où cette activité aura-t-elle lieu? Quoi, c'est-à-dire en quoi consiste-t-elle? Que veut-on obtenir de cette activité? Quand aura-t-elle lieu? C'est-à-dire la date et la durée. Et finalement, comment sera-t-elle réalisée? Une fois l'activité est définie, il faut respecter donc la démarche en dessous. D'abord, la décomposition de l'activité en tâches ordonnées et planifiées. Deuxièmement, la répartition des tâches entre les membres du groupe. Troisièmement, la recherche d'informations sur l'activité. Quatrièmement, le choix des moyens. Et finalement, le suivi et le contrôle des résultats. Première section. Décomposition de l'activité en tâches ordonnées et planifiées. Il s'agit ici donc d'établir avec précision la liste des tâches à réaliser. Elles doivent être classées chronologiquement avec la signalisation de la durée accordée en déterminant pour chacune la durée de réalisation. Ça sera noté sur une liste de contrôle qu'on appelle en anglais la checklist. Cette liste de contrôle en effet peut être présentée sous diverses formes. D'abord, la présentation classique. C'est une présentation qui convient à toutes les activités courantes répétitives. Une autre présentation peut être adaptée à des activités assorties d'un délai à respecter. Il existe une autre présentation, une troisième présentation, qui convient à des travaux de réflexion. Et dans cette troisième présentation, le critère temps, il est peu important.
Vous avez ici un exemple d'activité occasionnelle. Pour organiser une réunion, par exemple, on doit d'abord fixer son objet, établir la liste des participants, fixer la date et le lieu, adresser les convocations aux participants, réserver et préparer la salle, préparer les documents et dossiers à distribuer, prévoir la prise de notes et finalement rédiger et diffuser le compte rendu de la réunion. Cette activité occasionnelle peut être notée sur la liste de contrôle en précision pour chaque tâche, la durée et la date prévue et réelle de réalisation. Section 2. Répartition des tâches entre les membres du groupe. Donc, une fois l'activité est définie et décomposée en diverses tâches classées chronologiquement, on passe à la répartition des tâches entre les membres du groupe. Il s'agit de définir d'une façon claire le travail à accomplir par chacun, en tenant compte du délai imposé, des contraintes matérielles et des contraintes humaines. La troisième étape consiste à faire une recherche d'informations sur l'activité. Il est bien sûr nécessaire, avant de lancer une activité, d'avoir des informations. Ces informations peuvent en effet concerner la façon de procéder, mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour exécuter cette activité. Concernant la façon de procéder, on doit se poser la question, l'activité est-elle déjà menée dans l'entreprise? Si la réponse est oui, on doit donc se procurer les dossiers, les documents, les résultats, le bilan, interviewer les responsables, les exécutants, etc. Sinon, on doit chercher comment les autres procèdent. Par exemple, les autres clients, les autres fournisseurs, les autres concurrents. Et on doit aussi se procurer les études ainsi que les ouvrages sur le sujet. Concernant les informations sur les moyens, on doit à ce point-là recueillir des informations sur les moyens matériels, sur les moyens humains et sur les moyens financiers. Pour les moyens matériels, on doit déterminer de quel matériel a-t-on besoin d'abord. Où peut-on le trouver? Et bien sûr à quelles conditions. Deuxièmement, on doit déterminer des informations sur les moyens humains, c'est-à-dire le personnel qui peut exécuter les tâches, son effectif, ses différentes compétences requises, etc. Donc toute information relative aux moyens humains doit être recherchée à cette étape. Troisième point à prendre en compte, ce sont les moyens financiers. On doit donc chercher un budget. On doit déterminer au même titre que le budget les diverses dépenses prévisibles pour cette activité. Et déterminer bien sûr comment trouver les financements nécessaires à cette activité. La quatrième étape consiste à faire le choix des moyens. Et bien sûr, pour faire le choix des moyens, on doit définir d'abord la liste des moyens dont on a besoin. Et on fixe les critères de choix de ces moyens, c'est-à-dire quel est le coût de chaque moyen, quelle est sa capacité de production et quelle est la durée possible d'utilisation. On doit finalement faire une comparaison des solutions offertes afin de choisir celle la moins coûteuse et la plus rentable. Nous reste en fin de compte la cinquième et dernière étape. Il s'agit en effet de faire un suivi et un contrôle des résultats. Donc, le suivi et le contrôle des résultats
il est très important pour toute activité. Donc l'activité, en effet, on a dit, a été définie en une suite de tâches réparties. Le moyen le plus simple de suivi consiste à pointer la réalisation sur la liste de tâches et des fiches de travail. Afin de tenir compte de la contrainte temps, il est utile d'avoir prévu un planning, prévision, réalisation avec fil du jour. C'est le moyen de suivre au jour le jour si la réalisation est conforme aux prévisions et d'effectuer bien sûr des corrections nécessaires. Concernant le contrôle et l'évaluation, il est bien sûr utile, après la réalisation de l'activité, de faire une certaine évaluation autocritique. Cette évaluation autocritique peut porter sur d'abord une comparaison entre le projet initial et le projet réalisé. Et bien sûr, il est possible de rechercher les causes de la non-réalisation. Pourquoi cette entreprise n'a-t-elle pas pu réaliser cette activité? On doit préciser les raisons. Ce contrôle peut porter aussi sur le respect des contraintes ou des critères de qualité fixés au départ par l'entreprise. Chers élèves, on a dit que la démarche d'organisation d'une activité constitue, en plus de la gestion du temps, des parties très importantes et non négligeables pour la réalisation et la réussite d'un projet ou d'une activité. Donc, concernant la démarche d'organisation de l'activité, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on aura la séance prochaine, la gestion du temps. Merci et à la séance prochaine.